Bonjour à toutes, bienvenue pour le premier atelier du forum Réseau et carrière au féminin. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que les personnes se connectent avant de commencer. N'hésitez pas d'ores et déjà, je vous montre, mais voilà, vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous, on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Et voilà, on va attendre encore juste 1 ou 2 minutes que les personnes se connectent au fur et à mesure. Pour l'instant, vous êtes une trentaine de connectés, on attend encore un peu de monde. Hop, les gens continuent un petit peu à arriver dans la réunion. On va juste attendre encore, allez, 1 minute, et puis après on commencera. Vous avez l'outil Q&R hein, pour poser vos questions et on y répondra directement dedans. Et puis moi, je donnerai vos questions oralement aussi à Isaïna et Noélie qui vont animer cet atelier. Hop, très bien. Bon, bah, je pense qu'on va commencer. Vous êtes une cinquantaine à être connectés. Voilà, les gens arriveront au fur et à mesure et puis prendront la présentation. Bienvenue à toutes au forum Réseau et carrière au féminin. C'est le premier atelier RH de ce forum. Il y en aura 7 au total sur nos 3 jours. J'espère que vous avez toutes bien préparé votre forum, que vous avez toutes des entretiens de prévus durant ces 3 journées de recrutement. Ce premier atelier, donc comment mener sa recherche d'emploi. Je vais laisser la parole d'ores et déjà à Zaina Boussoui et Noélie Benadiba qui vont animer cet atelier. N'hésitez pas, comme je le dis, si vous avez des questions-réponses au fur et à mesure de la présentation, à les poser dans l'outil questions-réponses que vous avez en haut là, de votre lien Teams, enfin de votre visio. Vous avez un outil questions-réponses. Vous pouvez poser les questions dedans et moi j'y répondrai soit à l'écrit si j'ai la réponse, ou sinon je les poserai directement à l'oral à Noélie et à Zaina, à qui je laisse la parole. Voilà, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et tous, à toutes. Euh, alors, on va vous parler aujourd'hui donc de comment mener sa recherche d'emploi. Et donc, l'idée, c'est de vous donner quelques clés pour bien mener votre recherche d'emploi, définir vos objectifs, préparer vos outils, utiliser les ressources disponibles, candidater stratégiquement, se former, s'adapter. Et puis, on répondra également à toutes vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, à travers le chat, à poser vos questions tout au long de la présentation et également à la fin, vous aurez un temps, où vous pourrez, poser vos questions et on prendra le temps, d'y répondre. Tout d'abord, je vous propose qu'on se présente. Je vais laisser la parole à Zaina.
Très bien, merci, merci Noélie. Donc, je suis Zaina Boussoui, je suis responsable du service recrutement chez Hensoldt Nexeya France. Hensoldt Nexeya France, en quelques mots, c'est un groupe industriel, 7000 personnes au niveau international et 700 au niveau national. Notre métier, c'est la conception de systèmes électroniques et informatiques industriels qui sont embarqués dans des environnements que sont le militaire, l'aéronautique, le naval. Donc, c'est la grosse industrie française. Voilà. Très bien. Et donc Noélie Benadiba, je suis DRH de la société qui s'appelle Carrier Montluel SCS. Donc c'est une des sociétés du groupe Carrier. Le groupe Carrier est leader mondial dans tout ce qui est système de climatisation, de chauffage et de ventilation. Donc c'est environ 50 000 salariés dans le monde et 3 000 salariés en France. Mon entité, c'est une entité qui est basée en région lyonnaise avec un site de production et un centre de recherche et développement. Voilà. Je vous propose de démarrer cette présentation par pourquoi est-ce que c'est important de bien mener sa recherche d'emploi, c'est-à-dire d'être proactif dans sa recherche d'emploi. Et on vous propose dans un premier temps, du coup, de partager vos idées. Qu'est-ce qui seraient les conséquences de ne pas être proactif dans sa recherche d'emploi? Qu'est-ce que ça engendrerait finalement de ne pas être proactif dans une recherche d'emploi? Alors, N'hésitez pas du n'hésitez, coup à, voilà, à partager à voilà, vos utiliser idées dans l'outil le chat. questions-réponses et puis L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu d'interaction avec vous. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que, effectivement, si vous ne faites, si vous n'êtes pas proactif, si vous n'avez pas d'action particulière, qu'est-ce que derrière ça peut engendrer? Mhm. n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses pour pouvoir faire vos propositions. Alors, Il y a pas de mauvaise pour réponse, hein. l'instant, voilà. Voilà, l'idée, Alors, c'est vraiment d'initier le dialogue. Ouais. Aurélie nous dit peu de motivation. Ouais, effectivement, le fait de pas être proactif, ben, ça génère moins de motivation dans sa recherche d'emploi et donc effectivement, ça démontre aussi de pas être très impliqué en tout cas. D'autres propositions. Alors, j'en ai une autre qui vient d'arriver. Démotivation, ne pas être focus sur son métier. Une des conséquences. Ouais, effectivement, son métier, puis on le verra peut-être aussi, mais ses objectifs, du coup, effectivement, on peut perdre un peu de vue ce qu'on vise si on n'est pas assez proactif. C'est-à-dire que c'est important d'avoir un objectif clair dans sa recherche d'emploi et du coup d'être proactif par rapport à ça pour pas perdre la motivation et pas perdre de vue ce que l'on vise. Sophie, elle nous dit pas de proposition d'emploi. Alors effectivement, effectivement, si on n'est C'est pas du tout pragmatique. proactif, il se passe rien. Effectivement, ça nécessite une certaine action pour pouvoir être dans la démarche, c'est clair. Alors, on a aussi une autre réponse. On se laisse aller, pas de motivation. Bon, ça reprend un petit Oui, peu ce qui avait été dit ça juste Ouais. recoupe, avant. oui. Voilà. On perd les compétences acquises. Effectivement, ça peut aussi, et ça rejoint un peu la partie des motivations, c'est-à-dire de se laisser aller dans une recherche d'emploi qui finalement va pas forcément nous stimuler, va pas forcément nous permettre de trouver rapidement un emploi et donc de perdre des compétences. Ensuite, alors pareil, assez pragmatique, hein, le chômage et subir ses missions en entreprise si éventuellement on trouve. Alors, attendez, j'ai pas compris la fin. Subir ses missions en entreprise si éventuellement la trouve un emploi. Je pense que si on continue dans un emploi qui nous plaît pas forcément, à mon Oui. avis, on continue de subir. Par Voilà. défaut. Mm. Bah, effectivement, c'est vrai que si on est en emploi et qu'on cherche à changer, mais qu'on n'est pas proactif dans sa recherche, on peut peut-être s'enfermer un petit peu dans une situation qui ne nous convient pas. Et donc, ça nécessite une certaine proactivité pour être acteur de son changement, finalement.
Tout à fait. Alors, on m'a dit aussi, pour décrocher un CDI, CDD, il faut être proactif parce que personne ne te connaît. Oui, effectivement, il faut se faire connaître pour, Il faut se faire C'est ça. connaître, oui. voilà. C'est une des clés, effectivement. Euh, on Mhm. perd le lien social aussi, ne pas être C'est vrai, proactif, hein. c'est vrai, C'est vrai. le fait d'être ben, inactif et d'attendre que ça se passe, ben, on n'est pas en contact avec les entreprises. Voilà, on perd du Voilà. lien, ça c'est sûr. On nous dit aussi, oublier de relancer les offres. Voilà, peut-être qu'il y a des offres effectivement auxquelles on a postulé et que bah, si on n'est pas proactif derrière, on peut Exactement, oublier de relancer. Oui. Et perdre Voilà, je pense que des opportunités. très bien. exactement. Ok, très bien. Bah, je pense qu'effectivement, on a un petit peu fait le tour et vous avez bien ciblé ce qui peut impacter en fait votre recherche d'emploi. Donc, cette proactivité, c'est vraiment la clé de comment mener sa recherche d'emploi. Et c'est vraiment une démarche proactive. C'est une démarche qui implique la personne, qui nous implique quand on recherche un emploi. Et donc, vous verrez, on va vous partager quelques clés qui, pour nous, sont importantes dans le cadre de vraiment mener. Et dans le sens mener, c'est être acteur, être pilote de sa recherche d'emploi. Et donc, on va vous partager quelques clés autour de ça. La première étape, on va dire, qu'on voulait vous partager, c'est d'abord définir ses objectifs. Et c'est important de savoir où on veut aller pour pouvoir bien mener une recherche d'emploi et mener une recherche d'emploi qui est pertinente et qui est efficace. Sinon, vous risquez de vous éparpiller, vous risquez de ne pas forcément cibler exactement ce qui vous conviendrait. Et donc, dans définir ses objectifs, il y a une première étape, c'est de clarifier sa recherche. Donc, qu'est-ce que je recherche? Quel type de poste je recherche? Quel type d'entreprise je vais cibler? Est-ce que j'ai envie d'avoir un poste plutôt technique? Est-ce que j'ai envie d'être sur le terrain? Est-ce que je suis OK avec le fait de rester derrière un ordinateur toute la journée? Est-ce que j'ai envie d'avoir un mix entre du terrain et un poste administratif? Voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là, toutes ces questions à se poser. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas pour mon futur emploi? Et pareil pour le type d'entreprise. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans une entreprise type TPE, PME, où il va y avoir un climat un peu plus de proximité? Ou alors est-ce que j'ai envie de la stimulation d'un grand groupe avec les challenges qu'il peut y avoir? Est-ce que j'ai envie d'une entreprise internationale où je vais pouvoir parler anglais ou plutôt dans une culture franco-française. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de clarifier ses attentes, ses souhaits. Qu'est-ce qu'on, quelles sont les choses les plus importantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne dérogera pas et quelles sont les choses sur lesquelles on est prêt à faire des concessions ou ça serait bien, mais c'est pas grave si je ne l'ai pas dans mon emploi visé. Enfin voilà, vraiment clarifier ses attentes, clarifier ses objectifs, c'est vraiment le point de départ de votre recherche. Et puis ensuite, connaître le marché. C'est-à-dire, une fois que vous avez défini ce que vous souhaitez, c'est se renseigner sur quelles sont les tendances du marché du travail. Est-ce que le secteur que j'ai identifié, est-ce qu'il recrute? Est-ce que c'est un secteur en croissance ou est-ce qu'au contraire, c'est un secteur qui ralentit et je vais peut-être devoir déployer des efforts plus importants pour trouver un emploi? Quelles sont les compétences qui sont recherchées? C'est-à-dire que si jamais vous visez un poste à terme, dans 5 ans, vous avez envie d'être ingénieur dans un domaine, il va peut-être y avoir certaines compétences que vous allez devoir développer. Et je pense à celles qui recherchent un stage, une alternance. Et ben, vous allez peut-être pouvoir construire votre projet professionnel à travers vos premières expériences et donc les compétences que vous allez cibler dans cette recherche d'emploi. Et puis, quel est mon positionnement vis-à-vis de ces informations? Est-ce que je suis alignée avec ces différents éléments-là? Et est-ce qu'il faut que je repositionne ma recherche peut-être si je me rends compte que finalement, les entreprises que je vise ne recrutent pas, peut-être qu'il faut que je repositionne ma recherche pour être plus pertinent par rapport au marché du travail.
Et puis se fixer des objectifs, c'est-à-dire soi-même dans sa recherche, pour être acteur, il faut aussi se dire qu'est-ce qui va faire que je serai fière de moi, comment je vais me fixer des objectifs qui sont réalistes et mesurables pour pouvoir aussi me stimuler. Ce qu'il ne faut pas minimiser, c'est qu'une recherche d'emploi, ça peut aussi être fatigant, ça peut aussi être parfois long. Et donc, ça nécessite une certaine motivation et rester motivé pour que ça reste stimulant et qu'on garde cette énergie. Et pour ça, il faut aussi se fixer des petites victoires, se fixer des objectifs pour rester motivé et transmettre cette énergie au recruteur et lui donner envie de vous recruter, de vous embaucher. Donc voilà sur ce premier élément qui est vraiment fondamental sur vos attentes, vos objectifs. Et donc ça, je vous invite vraiment à prendre le temps au début de votre recherche, à clarifier ces éléments-là pour vraiment pouvoir être le plus pertinent possible dans votre recherche par la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je vous ai mis dans le chat, voilà, sur les objectifs dont vient de parler Noélie. N'hésitez pas à les poser et puis moi je les poserai oralement. Allez, enfin, je te laisse la parole, Noélie. Oui. Donc pour continuer, la deuxième étape qu'on a identifiée, c'est de préparer ses outils. Une fois qu'on a défini ses objectifs, on va avoir besoin d'outils dans sa recherche d'emploi. Et les outils, ils sont essentiels parce que c'est votre vitrine. C'est quelle image vous allez renvoyer et quel message vous allez porter dans votre recherche d'emploi. Donc c'est vraiment essentiel de soigner, de préparer ces outils parce que c'est le point d'entrée et c'est ça qui va faire que vous obtiendrez un entretien ou pas, et que vous pourrez derrière amener d'autres arguments. Donc vraiment, c'est un élément aussi très important du début de votre recherche, mais ça va être tout au long de votre recherche en fait que vous allez travailler ces outils, les faire évoluer. C'est pas figé dans le temps. Donc vraiment, voilà, vos outils sont votre vitrine. C'est vraiment quelque chose de très important à préparer. Donc, le premier, évidemment, c'est le CV. Le CV, c'est le résumé de votre carrière, mais c'est aussi la clarification. On en vient à la suite de l'objectif. C'est aussi la clarification de votre objectif. Donc, votre CV, il doit être clair et percutant, c'est-à-dire on doit y retrouver une information très claire. Un recruteur a très peu de temps pour pouvoir analyser un CV. Donc, il faut qu'en quelques minutes, il puisse comprendre qui vous êtes, quel est votre parcours, ce que vous recherchez et est-ce que vous correspondez à ce qu'il recherche. Donc, ça, c'est vraiment important. Il doit être adapté au poste visé. Ça, c'est un élément qui est très important, c'est-à-dire que dans l'idée, vous n'avez pas forcément un CV standard pour tout. Vous pouvez tout à fait, et c'est même très fortement recommandé, d'adapter votre CV aux offres d'emploi pour que votre CV puisse vraiment faire mouche et puisse interpeller le recruteur sur les critères qu'il recherche pour son offre. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter le vocabulaire, adapter euh, vos éléments. Alors évidemment, en restant en réalité avec votre parcours, hein. L'idée n'est pas de se créer des éléments fictifs, absolument pas, mais c'est d'orienter, de mettre un accent sur des éléments qui, dans l'offre d'emploi, vous ont paru importants. C'est important de les mettre en avant dans votre CV pour que ça parle au recruteur et que ce soit vraiment adapté au poste que vous visez. Et puis, utiliser des mots-clés transparents, cachés dans le CV, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de recherche qui se font à travers des moteurs de recherche ou des intelligences artificielles et autres. Et donc, le recruteur va rechercher dans les job boards, donc dans les CV Tech, des mots-clés. Et si ces mots-clés n'apparaissent pas sur votre CV ne ressortira pas. Donc, il est très important de pouvoir ajouter des mots-clés dans votre CV. Alors déjà dans le contenu de votre CV, mais aussi vous pouvez utiliser des mots-clés transparents qui sont cachés dans votre CV pour que votre CV puisse ressortir dans les recherches de mots-clés des recruteurs.
Et donc ça, on le verra par la suite, mais la CV Texte, c'est un outil très, très important d'une recherche d'emploi proactive. Le deuxième élément, c'est la lettre de motivation. Alors, ça peut paraître très désuet. Aujourd'hui, la lettre de motivation, elle n'a plus forcément la structure qu'elle pouvait avoir avant. Hein. Ce n'est pas forcément la lettre qu'on a connue il y a plusieurs années. C'est vraiment, on évite la lettre type. On évite la lettre standard que vous allez envoyer de façon générique à tous les employeurs. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, autant envoyer simplement votre CV à ce compte-là, parce que ça n'apportera strictement rien à votre candidature. Par contre, avoir un texte qui accompagne votre candidature, souvent les sites emploi, vous avez la possibilité de mettre un petit texte d'accompagnement avec votre CV. C'est ce texte-là qu'il faut travailler, qu'il faut rendre concis et clair sur votre recherche et expliquer qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous motive vraiment, à la fois dans le poste et dans l'entreprise. Si vous vous êtes un petit peu renseigné, l'idée, c'est justement d'adapter votre texte à chaque entreprise, à chaque poste visé. Et c'est ce texte-là qui va pouvoir générer de l'intérêt. Mais un texte standard, un texte type, ne générera pas d'intérêt et finalement, ça n'a pas de plus-value. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se démarquer et d'avoir un texte de motivation qui est concis, clair, pas besoin de faire la traditionnelle lettre de motivation, mais vraiment soit un mail, si jamais c'est un mail pour accompagner votre CV, soit le petit texte qui accompagne votre candidature sur le site emploi. Ça, c'est très important. Et puis, parfois, dans certains métiers, ça peut être intéressant d'avoir un portfolio où on rassemble des exemples de réalisation. Donc, ça ne s'applique pas à tous les métiers. Tous les métiers, ce n'est pas pertinent pour tout le monde, mais dans certains types de métiers, des métiers créatifs, des métiers voilà, où il y a des réalisations concrètes, c'est intéressant de pouvoir rassembler des réalisations qui pourraient être mises en avant auprès d'un recruteur. Voilà pour cette J'ai quelques, partie-là. ouais, j'ai Oui, quelques questions du coup dans le oui. chat. Alors, notamment sur les mots-clés transparents. Je crois qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas complètement eu l'information et saisi l'information. Donc, s'il y avait peut-être des exemples concrets de mots-clés transparents qui peuvent être utilisés. Zaina, je te laisse Oui, je peut-être. peux, oui, Oui. c'est ce que j'allais dire. Je peux prendre la main là sur ce point. Mm. En fait, sur un CV, vous n'avez pas forcément l'intégralité, si vous rédigez votre CV naturellement, l'intégralité des mots-clés que va utiliser le recruteur dans sa recherche qui vont ressortir. Et pourtant, vous avez la compétence. Mettons, allez, je ne sais pas, vous êtes dans le domaine de la communication, vous connaissez un outil en particulier, mais vous ne le faites pas forcément apparaître dans le CV, ça ne vous vient pas parce que vous ne l'avez pas forcément utilisé. Vous pouvez rajouter dans le CV de manière, enfin, en utilisant une police transparente, hein, qui n'est pas visible à l'œil nu, intégrer des noms d'outils, par exemple, que vous connaissez, ou, enfin voilà, c'est surtout des noms d'outils ou de compétences que vous auriez pu acquérir ou que vous avez envie d'acquérir. Ça va vous permettre, au moment où le recruteur va faire sa recherche, que le recruteur puisse tomber sur votre CV au moment de la recherche. Euh, je ne sais pas quel type de population, enfin en termes de compétences j'ai en face là, mais si on part par exemple sur des profils ingénieurs, vous avez étudié à l'école le langage ou le logiciel C, vous ne l'avez pas forcément pratiqué, mais vous connaissez le langage C, vous écrivez dans le CV langage C. Au moment où le recruteur va faire sa recherche, il va rechercher un ingénieur logiciel qui connaît le C, et bien, il va tomber sur votre CV. Et ça va permettre de faire remonter votre CV en haut de la liste. Je ne sais pas si si je suis très claire ou pas, mais les recruteurs utilisent les recherches booléennes et plus le CV est fourni en mots-clés, plus le CV remonte en haut de la pile. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, n'hésitez pas à dire si vous avez encore des questions sur cet aspect mots transparents, si c'est pas encore clair pour vous. En attendant, j'avais quelques autres questions. Est-il vrai qu'il faut que le CV soit adapté aux ATS? Est-ce recommandé de faire un CV type finance pour un poste en marketing, par exemple?
Tu Non, veux prendre la main, Noélie, ou je Je vais réponds? te laisser répondre. Ok. Non, vous n'avez pas besoin d'adapter vos CV aux ATS, tout simplement parce qu'on a autant de CV qu'autant de types d'ATS sur le marché. Donc, ce serait un travail euh, très, très long à mettre en place. Le principal, c'est que dans votre CV, comme le disait, que le CV soit, comme le disait Noélie, qu'il soit clair et qu'il soit adapté au poste. Après, les CV types, de mon point de vue, ne sont pas forcément apprécié par les recruteurs. Le CV, tout comme la lettre de motivation, comme le disait Noélie, doit être personnel et plutôt adapté à vous, en fait, et pas enfin, adapté bien sûr à l'offre d'emploi, adapté à vos envies, vos souhaits, vos compétences, et évitons en fait, évitons au maximum les CV types et les lettres de motivation type. Alors, on avait une autre question. Dans le cas où je souhaite revoir la forme de mon CV et créer mon portfolio, vaut-il mieux stopper ma recherche d'emploi le temps de mettre à jour mes outils, ou bien est-ce important de continuer à postuler pour ne pas rater d'opportunités? Alors, moi, je dirais qu'il vaudrait mieux avoir une logique dans sa recherche et éviter de diffuser des versions différentes de CV ou de portfolio sur le net qui ne soient pas à jour, parce qu'on risque de perdre en crédibilité. Le CV doit être travaillé, comme le disait Noélie tout à l'heure, en amont. Prenez vraiment ce temps est important. Après, une fois que le CV est fait et adapté au poste que vous recherchez, vous pouvez le diffuser un peu sur, on le verra tout à l'heure, sur plein d'outils, plein de job boards. Mais vraiment, ce travail de préparation doit être fait avant la diffusion sur les différents outils. Parce que Et vous il y mettez en avait, lumière sur les job boards et il est important d'avoir que ce soit à jour en fait, hein. on avait une question aussi sur le portfolio. Comment faire un portfolio quand les réalisations sont confidentielles par notre ancienne entreprise? Mm. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en gardant cette notion de confidentialité? Alors bon, ça c'est, on est dans, enfin, j'y suis complètement dans, enfin, on est dans nos métiers, hein, le métier enfin, les applications sectorielles auxquelles Ensolt Nexea France participe, puisqu'on travaille beaucoup dans les secteurs du militaire. Donc ça, c'est une problématique que nous avons hein, et que nous rencontrons avec nos candidats. Euh, L'idée, c'est de ne pas rentrer dans les détails des projets et de donner des noms en fait de projets. L'idée, c'est essayer au maximum d'être le plus générique possible. Alors, c'est pas simple, c'est un travail qui n'est pas évident, mais essayer euh, faire passer le message sans trop rentrer dans les détails des projets, des activités, mais essayer de présenter les choses de manière le plus générique possible. Mais là, on n'a pas de, j'ai pas de réponse, comment dire, qui soit très, très, très simple. On avait une autre question, peut-être la dernière pour cette slide-là, sur les mots cachés, les mots-clés transparents qui a suscité quelques interrogations. Donc, Aouda nous demande, donc le recruteur va effectuer une recherche en filtrant sur un outil, slash compétence, mais quoi qu'il en soit, il apparaîtra au recruteur que la dite compétence n'est pas indiquée de manière visible sur le CV. Donc, ce petit tour de passe-pas, même s'il permet de faire remonter le CV, ne correspondra pas aux attentes du recruteur. Oui ou non? Hum, Tout dépend, en fait. L'objectif, votre objectif quand vous êtes en recherche d'emploi, c'est d'être visible, le plus visible possible. On le verra ensuite sur l'utilisation des job boards. Ça permet au recruteur de s'intéresser à votre CV et de le lire. Gardez en tête que, bien sûr, on a un poste qui est ouvert. Par contre, vous avez un recruteur qui gère plusieurs opportunités et plusieurs postes. Le fait que le recruteur lise le CV, du coup, il va s'y intéresser et va peut-être penser même à une autre opportunité. L'idée, c'est de communiquer sur le fait que vous recherchez un emploi et que vous êtes à l'écoute du marché. Voilà. Après, bien sûr, il y a un échange téléphonique qui se fait pour valider ou pas la compétence. Voilà. Après, on passe à notre step. Mais à ce step-là, il y a plein de CV sur le net. Le vôtre passera au-dessus de la pile. C'est l'objectif. Alors ensuite, on a encore une dernière question. Est-ce vrai qu'il ne faut pas faire son CV sur Canva? Canva, je ne sais pas exactement comment le prendre. Moi, je dis Canva, mais je crois qu'il y a deux écoles. Voilà, bah, ok. Sur Canva. Il n'y a pas Qu'est-ce de que qu'est-ce que... réponse exacte en fait à cette question, hein. Tout dépend de la manière dont au final le CV est rédigé, hein. Je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure, hein.
Il peut être fait sur sur un Canva, mais le principal, c'est que le CV soit personnel. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est le CV type. Et après, Il y a en termes de format, peut-être un CV qui a été réalisé sous Canva peut très bien être enregistré en format PDF. Et derrière, il ne pose pas de soucis techniques en termes de format pour les différentes plateformes. Je pense que ça peut être aussi ça qui peut générer un questionnement. Il y a aussi le fait que les CV très originaux, parce que souvent Canva, c'est aussi pour avoir plus de créativité et puis un CV un peu plus original. Attention aux CV trop originaux, hein, on le disait, un CV doit vraiment pouvoir transmettre une information et l'information, elle ne doit pas se perdre au milieu d'un CV très difficilement lisible, difficilement compréhensible. Il y a certains postes où c'est très intéressant d'avoir un CV créatif dans Canva, par exemple pour des métiers de la communication, parce que ça démontre une maîtrise de l'outil, ça démontre une maîtrise des outils techniques graphiques. Mais il y a des métiers où ça ne fera pas la différence et donc c'est pas ça va brouiller le message et donc c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement pertinent. Il faut vraiment que le format de votre CV, il serve le message que vous avez à passer. Alors, on avait et encore une autre question. Est-ce que vous avez le temps ou est-ce que vous voulez qu'on avance sur la présentation? Il est 10h30. Peut-être prendre une dernière question. Ouais. Ouais, alors une dernière question. Donc, auriez-vous un site type ATS à conseiller pour tester son CV pour comprendre comment cela fonctionne? Est-ce que vous auriez peut-être un site à recommander, Alors, un outil? je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'on parle d'un outil Je pense Euh, en tant que candidats? recruteur, peut-être, mais enfin, ça me paraît difficile dans le sens où les ATS sont des outils payants. Les recruteurs travaillent avec des ATS sous licence, en fait, et c'est ce qui permet de gérer des recrutements. Donc, c'est difficile de simuler la réaction d'un ATS à son CV. Après, ce que vous pouvez voir, hein, vous le voyez en fait quand vous postulez à des offres qui sont hébergées par des ATS. Très souvent, maintenant, il y a la lecture automatique des CV et le pré-remplissage des profils de candidature. Donc, en fait, vous allez déposer votre CV et ça va pré-remplir un profil, par exemple, un outil comme Workday ou SAP SuccessFactors. Quand vous allez créer votre compte et que vous allez déposer un CV, ça va pré-remplir un profil. Si vous voyez que votre profil il est pré-rempli n'importe comment, que les données que vous avez mises dans votre CV ne sont pas du tout dans les bonnes cases et que vous devez tout reprendre, vous pouvez partir du principe que votre CV il est difficilement lisible par l'ATS. Par contre, si vous voyez que ça pré-remplit très bien le formulaire et que vous avez quasiment rien à changer, c'est que là, votre CV, il a été très lisible par l'ATS et que ça a bien fonctionné. Ça peut vous donner une indication. Voilà. Alors, si ça vous va, on peut Oui, passer à... allez, Ok, super. merci. Très bien. Je prends la main, Noélie? Vas-y. Très bien. Donc, effectivement, on en a un peu parlé déjà, les outils et les ressources disponibles. Comme je le disais tout à l'heure, il est important de se faire connaître sur le marché, hein, donc d'utiliser les plateformes en ligne et de développer votre réseau. Alors, les plateformes en ligne, il y en a pléthore, enfin, il y en a énormément. On va dire que la référence, l'une des références qui est vraiment connue et reconnue aussi bien côté candidat que côté recruteur, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn j'imagine que vous connaissez toutes LinkedIn qui est un outil qui permet de mettre en relation, alors d'un point de vue, initialement c'était fait plutôt pour développer des réseaux professionnels et qui a été développé pour les recruteurs, pour permettre aux recruteurs de rencontrer des candidats, donc qui sont open to work. L'idée, c'est de créer votre profil, qu'il soit visible, clair et percutant. Un profil avec, on parlait tout à l'heure de l'importance de la pertinence du texte d'introduction du CV, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelait la lettre de motivation, qui est en fait aujourd'hui
plutôt un texte sur lequel il faut prendre le temps de le rédiger. Donc là, sur LinkedIn, c'est pareil. Prenez le temps de rédiger votre profil, de rappeler votre formation, d'expliquer ce que vous avez fait jusque-là, si vous avez déjà occupé des emplois précédemment, vos centres d'intérêt aussi, et ce que vous recherchez. Sur ce profil LinkedIn. Et petit à petit, vous allez faire grossir votre réseau et vous faire connaître auprès des entreprises que vous avez ciblées donc précédemment par rapport à ce que disait Noélie. Ensuite, vous avez des sites emploi, donc les job boards, qui sont assez facilement accessibles des candidates pour le coup, dans lesquels l'idée c'est de faire apparaître donc ce que l'on disait tout à l'heure, votre CV en ligne, donc un CV qui soit, comme on le disait, percutant, clair et propre à vous, et qui ne soit pas, comment dire, trop chargé non plus en informations, trop original. Ça aussi, ça peut éventuellement vous desservir, enfin, sauf peut-être sur des métiers liés à la communication, à la créativité, mais de manière un peu générale, c'est vrai que le CV doit être plutôt clair, assez, enfin, rédigé de manière claire, avec des informations qui soient percutantes. Donc, posez votre CV et l'intégrer sur ces job boards. Et alors j'ai mis une fois par semaine parce que je pense que quand on est en recherche d'emploi et qu'on est proactif, comme on le disait tout à l'heure, il est important régulièrement d'aller jeter un coup d'œil sur son CV. On parlait tout à l'heure avec Noélie de les mots-clés transparents. En fait, la petite astuce là pour mettre à jour le CV, parce qu'on n'a pas forcément toutes les semaines une mise à jour à faire sur le CV, enfin, le fait de faire une petite modification, rajouter un petit point, une virgule, un petit espace, toutes les semaines, ça va vous permettre de remonter encore plus le CV en tête de liste. Bon, ça, c'est la petite astuce. Après, vous avez la remise à jour classique sur les outils. On vous propose remettre à jour votre CV, vous cliquez OK. Mais la petite astuce de rajouter un petit élément, c'est comme si le CV était nouveau sur ces plateformes. Et donc, forcément, il apparaît en tête de liste, alors que le CV est là depuis plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Les outils sont nombreux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les outils, mais je pourrais vous en citer d'autres. Ceux qui nous sont venus en tête, c'est bien sûr l'APEC, Cadre Emploi, Indeed, LinkedIn dont on parlait tout à l'heure, mais il y en a plusieurs autres, et des outils aussi spécifiques par métier. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu les outils qui peuvent être proposés sur le marché, qui sont spécifiques à vos métiers. Voilà, il y en a à peu près dans tous les métiers, je crois, et aussi spécifiques aux régions. Alors, j'ai vu passer tout à l'heure, il me semble, une question sur les régions. Il y a un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire une recherche sur votre région en particulier. Voilà. Ça, c'est sur les plateformes en ligne. Et il est important, donc, via ces outils, de développer votre réseau. Ça passe notamment par les outils, LinkedIn en particulier, mais pas que. Mais ça passe aussi, et revenons à ce que l'on disait tout à l'heure, le fait d'être proactif, participer à des événements recrutement, mais je crois que vous êtes aujourd'hui toutes proactives puisque vous êtes toutes là et présentes aujourd'hui à nous écouter attentivement. Mais voilà, participer à des événements recrutement, se tenir au courant de ce qui se fait sur le marché, se renseigner un petit peu, par exemple, auprès de l'APEC, sur des conseils. On a souvent des conseillers qui sont présents auprès de l'APEC pour vous conseiller sur les recherches d'emploi. Se rapprocher aussi de votre école, effectivement, les anciens élèves. Alors, solliciter les contacts via LinkedIn, donc par rapport aux anciens de l'école. Donc, ça, c'est le premier, peut-être, je crois même, c'est la première action en tant que, au moment où vous créez votre compte LinkedIn, c'est d'aller voir quels collègues vous avez, enfin de votre ancienne école ou de votre école actuelle si vous êtes en recherche d'alternance ou de stage,
quels contacts vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Et hop, vous vous liez à ces personnes pour développer vos réseaux sur LinkedIn. Et petit à petit, ces personnes sont liées à d'autres personnes et ça va vous permettre de développer un maximum votre réseau. Et bien sûr, utilisez vos contacts. Donc ça va de soi, effectivement. Vous avez certainement développé au fur et à mesure de vos alternances, de vos stages, peut-être de vos expériences professionnelles, des contacts professionnels. Donc, les faire vivre, ces contacts, en entrant en relation avec eux sur les plateformes, mais aussi avec les différents événements qui peuvent être organisés sur le marché. Petite précision, les plateformes en ligne pour les candidats sont le plus souvent gratuites, donc profitez-en. Là où nous, côté recrutement, on achète, comme le disait Noélie tout à l'heure, des licences pour avoir accès au CV des candidats. Le candidat a un accès, je crois, de manière un peu, sauf spécificité, un accès libre en fait aux différentes plateformes. Enfin, sur l'accès de base. Après, pour les options, certainement qu'il peut y avoir des frais engendrés. Voilà, je ne sais pas si on a des questions sur Pour le ce moment, non, il slide. n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser, et puis voilà, on pourra les poser aussi à la fin Très si bien. éventuellement vous enchaînez. Très bien. Donc, alors, on en vient à candidater. Donc, vraiment, donc on a réalisé notre CV. Notre CV est clair et pertinent, percutant. On a créé notre compte sur les différents job boards. Maintenant, on va aller au-delà de simplement se dire open to work. Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché. On va aller chercher, enfin, à déposer des candidatures. Donc, on a une offre qui nous intéresse. Donc, je vais faire en sorte, au moment où je vais envoyer mon CV, de l'adapter à l'offre d'emploi. Alors, expliquer sa motivation pour le poste et l'entreprise visée. Donc là, c'est la lettre de motivation. Enfin, la lettre de motivation peut être perçue comme désuète, mais c'est le petit texte qui accompagne, en fait, qui n'est pas anodin, ce petit texte, ne pas le bâcler, qui accompagne l'envoi de votre CV. Rares sont les entreprises qui vont vous demander une lettre de motivation manuscrite, ça ne se fait plus trop. Néanmoins, on prend vraiment le temps de lire cet email que vous envoyez ou ce courrier que vous accompagnez de votre CV. Donc, prenez le temps d'expliquer vraiment votre motivation pour le poste et l'entreprise. Ensuite, une fois que vous avez envoyé vos candidatures, vous avez déposé vos CV sur un certain nombre d'offres d'emploi, il est important d'avoir une récurrence et un suivi vis-à-vis de ces candidatures. Il ne suffit pas d'envoyer, de cliquer sur envoi pour envoyer vos CV aux entreprises. Il est important de faire en sorte d'avoir un suivi. Alors, petite astuce, effectivement, mettre en place un fichier Excel avec poste, truc basique, poste auquel j'ai candidaté, entreprise, contact si j'ai un contact, pour pouvoir derrière, idéalement, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, relancer le recruteur. Sur ce point-là, laissez le temps au recruteur de prendre le temps de lire votre CV. Donc, il y a un timing qui est, c'est bien d'être réactif, mais ne le faites pas trop tôt. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Au moment où vous envoyez votre CV, attendez au moins, je dirais par exemple, je ne sais pas, une semaine à 10 jours avant de relancer, si vous avez la possibilité de le faire, le recruteur, pour lui laisser le temps d'aller lire votre CV et éventuellement d'y répondre. Voilà, donc bien sûr, identifier les postes qui vous motivent le plus pour pouvoir derrière les garder en tête de liste et garder en tête le contact du recruteur ou peut-être que vous avez le nom du manager qui recrute. Donc, c'est des contacts qui sont précieux dans votre recherche puisque derrière, vous allez pouvoir les relancer. Préparer et s'entraîner pour les entretiens. Alors là, on est dans la phase, le recruteur a reçu votre CV, vous avez eu un premier échange, mail ou une petite qualification téléphonique. Et
il vous invite à échanger avec lui ou avec elle. Hein. Enfin, j'utilise le masculin, mais bien sûr, c'est générique. Hein. D'ailleurs, dans les métiers des ressources humaines, souvent, on n'est pas très desservi en homme. Hein. C'est plutôt un métier, un métier féminin. Donc, vous allez rencontrer le recruteur. Donc, avant de le rencontrer, ne bâclez pas la préparation de cet entretien. Sans vous mettre non plus trop la pression, prenez le temps simplement de vous entraîner à expliquer votre parcours. L'idée, c'est d'expliquer, alors bien sûr, en fonction de ce que vous demandera le recruteur, ou peut-être des fois même le recruteur ne vous posera pas de questions, il vous laissera vous présenter. Donc faites au mieux sur la présentation. L'idée, c'est d'être, comme dans la rédaction du CV, le plus clair et le plus percutant possible, en laissant la possibilité au recruteur de vous poser des questions. Voilà. Donc, cette phase de préparation pour les simulations d'entretien, faire des simulations d'entretien avec vos amis, vos parents, vos collègues, je pense que c'est quelque chose d'important parce que quand on s'entend se présenter, déjà rien que nous-mêmes, sans même avoir l'avis de la personne que nous avons en face, on voit s'il y a des choses à travailler. J'ai peut-être été un peu trop longue sur cette expérience. Voilà, donc c'est une phase qui est hyper importante. Et puis donc effectivement, quand on en a la possibilité, on peut bien sûr solliciter de l'aide externe, les associations, si vous en avez, si vous en connaissez, les missions locales. France Travail, effectivement, Noélie, c'est vrai que France Travail propose des ateliers pour les personnes en recherche d'emploi pour vous entraîner aux simulations, enfin faire des simulations d'entretien. France Travail, et puis il y a l'APEC également. L'APEC est vraiment source d'énormément d'accompagnement, d'ateliers. Donc n'hésitez pas à consulter le site de l'APEC parce qu'il y a énormément d'ateliers dans toutes les régions et qui peuvent être très utiles. Également pour ne pas être seul, parce qu'on est souvent seul dans sa recherche d'emploi Oui, et ça permet de partager avec d'autres personnes. Donc c'est aussi un élément important de bien s'entourer. oui, effectivement. Effectivement, parce que voilà, avoir un avis extérieur, la critique est importante pour pouvoir derrière s'améliorer. De toute façon, on sait très bien que l'entretien, il y a une phase, il y a une partie qui est très factuelle et très objective, mais on a aussi un feeling, il y a aussi une manière de présenter les choses. Donc, c'est bien que d'avoir un avis externe sur la manière dont vous présentez votre parcours, sur quelle expérience vous mettez l'accent en fonction du poste que vous avez en face. Enfin voilà, faire un peu conseiller, euh, toujours valorisé, c'est toujours important, quoi. Toujours quelque chose sur lequel vous allez de toute façon en sortir gagnant, quoi qu'il en soit. Alors, j'avais quelques questions dans le chat. Oui, allez-y, Oui, Noélie. oui, pardon. Je voulais revenir sur la partie du suivi des candidatures. C'est aussi un élément qui est important parce que ça peut nous arriver d'avoir des candidats que l'on a au téléphone, qu'on recontacte après une candidature et puis qui savent plus de quoi on parle, de quelle offre, quel était le contenu. Et ça donne une très mauvaise image d'avoir un candidat au téléphone qui se souvient plus de l'offre, qui se souvient plus de l'entreprise, etc. Alors, on ne peut pas se souvenir de tout, hein. On n'est pas infaillible, surtout quand on est dans un process avec beaucoup de candidatures. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux prendre le temps de prendre connaissance d'un message vocal du recruteur, reprendre connaissance de l'offre, la relire et après rappeler le recruteur pour Mm. être tout à fait pertinent et pour être, donner une très bonne première image de quelqu'un qui se souvient de l'offre, se souvient du poste, se souvient de l'entreprise et qui du coup va être beaucoup plus percutant, beaucoup plus pertinent qu'un candidat pris au dépourvu, ne se souvenant plus qu'il a postulé à une offre. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce suivi et de pouvoir se préparer. Même le premier contact est très important. Il y avait Exactement. une question d'ailleurs sur ce sujet
Oui. Enfin, commentaire, question, je dirais. Compliqué d'assurer un suivi à 99%. On postule sur des plateformes en ligne et on reçoit un mail automatique, ouvrez les guillemets, sans retour de notre part. Au-delà de ce délai, nous vous prions de bien vouloir considérer qu'elle n'a pas été retenue, Mm. etc. Voilà, je pense que la question, c'est comment on peut relancer quand on passe par des plateformes en ligne. On n'a pas forcément de contact dédié, on n'a pas forcément de mail à qui on peut relancer. Effectivement, malheureusement, c'est vrai que, et plutôt pour les structures un peu comme les nôtres, c'est vrai que quand on a un recrutement qui est assez conséquent, on a un nombre de recrutements important, effectivement, on a des outils, enfin via les ATS, hein, qui permettent de générer automatiquement des emails. Néanmoins, au moment où le CV arrive sur l'offre d'emploi, le recruteur prend le temps de le lire et d'y répondre. Donc, normalement, enfin, si le travail est fait correctement, vous devez avoir un suivi enfin, manuel et personnalisé du recruteur. Après, face à un mail où on vous explique que passé un certain délai, considéré qu'elle n'a pas été retenue, effectivement, face à ce genre de pratique, c'est compliqué derrière que d'avoir un suivi. Puisque, ben, en fait, vous ne savez pas si votre CV a été lu, vous ne savez pas si effectivement ce retour, vous n'avez pas eu de retour, donc le retour est effectivement négatif. Pourquoi? Donc là, effectivement, c'est compliqué d'assurer un suivi. Ça, je vous le Alors, conseille. là-dessus, le conseil qu'on pourrait peut-être donner, c'est pour ça que il faut ce type de démarche, il faut le faire vraiment quand un poste vous intéresse vraiment et que vous êtes très motivé par le poste Mm. et que voilà, vous avez vraiment un déclic pour une offre en vous disant oui, ça colle vraiment à tous mes critères. Là, vous pouvez utiliser les réseaux pour Oui, essayer de trouver des interlocuteurs, essayer de exactement. trouver, par exemple, c'est une offre de Carrier à Montluel. Bon, bah, vous allez peut-être chercher qui est recruteur chez Carrier en région lyonnaise, qui est RH chez Carrier, et vous allez essayer d'écrire à ces personnes. Dans LinkedIn, vous avez la possibilité de contacter des personnes et d'envoyer ce qu'on appelle des emails, donc des messages via la plateforme. Et vous pouvez essayer un peu au culot de chercher des Mm. personnes qui pourraient vous mettre en contact avec la bonne personne ou qui pourraient être le RH qui suit ce poste. Et alors ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il faut bien cibler les offres sur lesquelles vous souhaitez le faire. Et puis, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt particulier pour ce poste, mais vous pouvez essayer de mettre les pieds dans la porte pour aller chercher des contacts et essayer de trouver comment contacter la bonne personne. Exactement, exactement. Et sur LinkedIn, vous en avez la possibilité. Donc, et là, sur LinkedIn, la personne, enfin, vous recevez en fait, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais vous recevez un message. Et donc, spontanément, ben, le recruteur va lire le message et peut-être faire le lien avec votre candidature reçue précédemment. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en place pour l'intégralité des offres auxquelles vous postulez. Néanmoins, effectivement, sur les offres qui vous paraissent parfaitement correspondre à votre profil pour lesquels vous êtes ultra motivé, n'hésitez pas à mettre en place ce genre de pratique. Alors, il y a encore quelques questions. Je ne sais pas si vous avez encore quelques slides de Il nous présentation à reste faire. une dernière slide. Et bah, si vous Mm. voulez, je vous laisse la faire. Et puis comme ça, on laisse Oui, la place aux questions pour finir. Ça vous très convient? bien. Oui. Très Parfait. bien. Alors, donc, effectivement, pour pouvoir être proche du marché et des exigences du marché, en fait, il est important de se former et de s'adapter. Alors, c'est valable à peu près dans tous les métiers, puisque les technologies changent, parce que avec les nouvelles technologies, enfin, tout évolue assez rapidement. Donc, il est important de se tenir à jour via, on parlait tout à l'heure de l'APEC, de France Travail. Souvent, ils vont vous proposer des formations en ligne qui sont gratuites, hein, de e-learning sur, par exemple, LinkedIn, vous en avez qui sont gratuites. Vous avez effectivement Webikeo et puis les formations MOOC. Donc, vous avez un certain nombre de formations qui sont proposées
sur le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne restez pas sur vos acquis d'un point de vue formation. Pendant la recherche d'emploi, gardez en tête que vous êtes actif. Ne subissez pas cette recherche d'emploi. Si vous voyez par exemple sur des offres d'emploi qu'on a telle ou telle compétence qui revient et qui est exigée sur les offres et que l'offre vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette compétence, voir dans quelle mesure vous pouvez ou pas, parce que des fois c'est compliqué de l'acquérir avec une simple formation, dans quelle mesure vous pouvez acquérir cette compétence. C'est bien sûr lié avec le fait de rester informé des tendances du marché du travail. Donc, c'est vraiment se tenir à jour, être actif, proactif dans votre recherche d'emploi, consulter les nouvelles, s'inscrire à la newsletter de l'APEC, lire un petit peu les articles, voir dans quelle mesure, comment évolue le marché dans votre domaine. Par exemple, pour revenir un peu à nos activités, aux activités industrielles, vous savez, vous avez entendu dire dans les journaux télévisés que l'industrie, je dis une bêtise, automobile on a une phase de recrutement importante où la France a remporté un certain nombre de programmes ou de projets à l'international sur le domaine, par exemple, de l'électronique dans le domaine de l'aéronautique. Allez vous informer, donc ça va être stratégique dans sa recherche, des entreprises qui vont recruter. Et hop, envoyer le CV. Voilà, c'est se tenir au courant des tendances du marché du travail et être au maximum proactif. Alors, sur le fait d'être flexible et ouvert aux opportunités, alors, bien sûr que c'est quand même plus simple de rechercher sur son périmètre géographique, dans son domaine d'activité, mais malheureusement, il peut arriver des fois où ce périmètre peut être trop restreint, et du coup, on se retrouve avec un nombre d'offres qui soit trop restreinte. On n'a pas la possibilité, ou c'est très compliqué, très concurrentiel, de pouvoir trouver un poste qui nous correspond. Donc, alors, dans la mesure du possible de vos exigences personnelles aussi, soyez le plus flexible possible et ouvert aux opportunités. Donc, c'est sortir de cette zone de confort et être curieux, à l'écoute de voir ce qui se passe par ailleurs. Peut-être qu'à votre rayon géographique, vous n'avez pas le poste qui vous convient, mais peut-être que 10 km plus loin, si vous ouvrez un peu votre recherche, peut-être que vous aurez une opportunité qui vous plaît et pour laquelle vous êtes prête à déménager, vous installer, enfin voilà. D'autant plus que souvent les entreprises, pour la plupart, proposent des aides pour vous accompagner dans le cadre de ce rapprochement à votre lieu de travail. Voilà, donc en définitive, il s'agit effectivement de s'adapter au marché. C'est à nous de nous adapter au marché. Le marché ne s'adaptera pas à nos exigences. C'est à nous de voir qu'est-ce que propose le marché. Donc, je me forme et je fais en sorte au maximum de me tenir au courant et d'être flexible par rapport aux opportunités qui sont proposées. Alors, je ne sais pas si vous aviez Alors, il y a quelques des questions, questions. effectivement, dans le chat. Il y a alors une double question, je dirais, sur LinkedIn. Donc, la première à laquelle vous avez répondu tout à l'heure, c'est est-ce pertinent de contacter le ou la recruteur sur LinkedIn? Je pense qu'on peut dire que oui, il ne faut pas hésiter Oui, à y aller oui. au culot, à essayer de contacter la personne des RH, etc. Si on arrive à l'identifier, bien sûr, sur LinkedIn. Et ensuite, on nous demande s'il y a un réel intérêt à passer en premium sur LinkedIn dans sa recherche d'emploi. Est-ce que ça a un vrai intérêt pour trouver un travail aujourd'hui? Alors, en fait, la différence entre votre compte gratuit et votre compte premium, c'est la possibilité d'envoyer des emails. C'est essentiellement ça, si je ne me trompe pas, Noélie. Oui, c'est ça. C'est le nombre d'emails à adresser aux entreprises. Donc, en fait, ce n'est pas une histoire de visibilité, puisque vous êtes autant visible avec un compte premium qu'avec un compte gratuit. Néanmoins, vous êtes limité en fait au nombre d'envois d'une mail. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un compte gratuit
Si ça se trouve, vous aurez assez, je ne sais plus combien, il me semble que c'est limité à une quarantaine d'envois. Je ne dis pas de bêtises, hein, je suis un peu. Il me semble que c'est 5 par jour. C'est 5 Il par me semble que jour? c'est par jour. D'accord, donc Ouais. ça a changé, alors. Mm. Donc, en tout cas, voilà, c'est la limitation du nombre d'envois de mails. Donc, si c'est 5 par jour et c'est indéfini, écoutez, j'ai Ouais, envie de moi, vous dire, c'est très bien, hein. effectivement, oui, moi, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, l'abonnement premium. Mm, Je pense que déjà avec un compte classique gratuit, je pense qu'on arrive mm. on arrive à se démarquer, on arrive à, hum, à travailler avec cet outil. Ça fait pas une différence énorme, Non, sachant qu'en fait, un email, c'est plus direct, mais vous avez la possibilité de vous connecter à la personne et de lui laisser un message. Alors, il mm, faut que la personne elle aille voir ses demandes de connexion et qu'elle consulte le message. Donc, c'est moins direct qu'un email, mais c'est également possible de contourner par ce biais-là. Donc, moi, je ne le recommanderais pas forcément, euh, en tout cas pas dans un premier temps. voilà, pas dans un premier temps. Après, sauf si vraiment vous pensez avoir fait le tour et que vous êtes arrivé à la limitation de cet outil, enfin, aux limites de cet outil, prenez le compte premium, mais bon, je crois que ça change pas grand-chose. Alors, j'ai encore une ou deux questions, bah, si ça vous va de déborder de 2-3 minutes. Pas de problème? Il y avait une question sur l'aspect expérience. Alors, comment peut-on se démarquer lorsque les recruteurs estiment que l'on manque d'expérience et qu'ils ne prennent pas en compte les stages et les alternances? Et du coup, il y a un peu une double question sur est-ce qu'on peut quand même candidater quand il demande 3 ans d'expérience et qu'on est jeune diplômé, donc on n'a que des stages ou des alternances à mettre, à faire valoir, en tout cas en tant qu'expérience. Est-ce que c'est pertinent quand même d'y aller? Et comment se démarquer quand on n'a que des stages et des alternances et pas d'expérience à proprement parler? Alors, pour se démarquer, après, tout dépend de l'entreprise que vous avez en face. Parce qu'il faut quand même considérer l'offre d'emploi. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous une offre qui exige un nombre d'expériences minimum, souvent c'est écrit dans le petit texte en bas sur le profil, euh, qui exige un nombre d'expériences minimum de allez, 8-10 ans, j'ai envie de vous dire, perdez pas votre temps à déposer une candidature alors que vous sortez d'école. Donc là, on sait que, en fait, c'est pas le profil recherché, on recherche un profil plutôt intermédiaire. Donc, bon, a priori, il recherche quelqu'un avec déjà une expérience significative. Si effectivement le recruteur est à la recherche d'un profil plutôt de 3 ans d'expérience, moi, je serais plutôt d'avis de vous dire de faire, de candidater, en fait. Alors, quand vous posez la question de savoir comment se démarquer, dans le cadre par rapport à vos stages et à vos alternances. Si effectivement vous souhaitez déposer une candidature, c'est que vous considérez que cette offre-là pourrait vous convenir et que vous êtes en capacité, vous seriez en capacité, peut-être avec une action de formation avant, en capacité d'occuper ce poste. Donc, moi, je mettrais en avant en fait des qualités humaines que vous avez sur le CV, peut-être un peu plus que ce que vous auriez fait pour une offre autre à laquelle vous êtes amené à candidater. Finalement, la chose qui va vous permettre de vous démarquer d'un autre candidat, ça va être vos qualités humaines et notamment votre motivation pour le poste, ce que vous avez compris du poste. Enfin, mettez des petits mots-clés qui permettent au recruteur de se dire, tiens, ce jeune, il a l'air particulièrement, il correspond particulièrement par rapport à sa motivation au poste. Après, au niveau des alternances et des stages, je ne demande pas d'en mettre un pavé, mais n'hésitez pas à expliquer concrètement ce que vous avez fait. Euh, Quitte à rédiger un petit peu dans le cadre du CV et pas mettre juste des annotations. En fait, l'idée, c'est d'attirer l'œil du recruteur qui se dise, tiens, ce jeune, enfin, quand je dis ce jeune, hein, c'est pas, parce on peut chercher de l'alternance enfin, on peut faire des alternances et des stages en ayant quand même de l'expérience par ailleurs, hein, pour les profils notamment en reconversion. Mais ces personnes-là, souvent, on va mettre sur le CV plutôt des annotations hein, au niveau des stages et des alternances. Mais n'hésitez pas à détailler un peu plus votre expérience en lien, votre alternance et votre stage, ou votre stage en lien avec l'offre qui est ouverte. Voilà, donc c'est ces deux points-là. Jouer sur la partie savoir, enfin,
j'allais dire savoir-être, sur la partie motivation, enfin, ce qui vous définit humainement, et puis aussi sur la partie compétence, hein, parce que si vous postulez, c'est que vous considérez que ce poste-là, vous êtes en capacité de l'occuper. Peut-être une dernière question, et puis après on va Oui, libérer tout le vraiment une monde. dernière parce que je vais devoir Ouais, y aller. excusez-moi. Bah, toute dernière, c'était sur les profils en reconversion. Sont-ils réellement un atout pour votre entreprise ou pour l'entreprise? Et qu'est-ce qui peut, enfin, quels critères en tout cas les rendent intéressants à vos yeux, à vous ou aux yeux d'un recruteur? Voilà, peut-être une dernière là-dessus. Oui, alors si je peux répondre là-dessus, pour moi, les atouts des profils en reconversion, c'est avant tout la capacité d'adaptation, la prise de recul, l'expérience justement, c'est d'arriver avec une expérience un vécu et une connaissance du monde de l'entreprise. Euh, donc, il y a vraiment pas mal d'éléments à mettre en avant dans le cadre d'une reconversion, particulièrement si c'est une recherche de stage ou d'alternance, euh, parce que il y a voilà, ce profil avec une certaine maturité, avec une connaissance du monde de l'entreprise, des outils, des codes. Donc, vraiment, ne pas hésiter à mettre ces éléments-là en avant, cette capacité d'adaptation, cette transférabilité des compétences, parce que les compétences, même si elles sont dans un domaine donné, ont forcément un aspect transférable dans un autre domaine. Euh, donc voilà, et ne pas hésiter à travailler son profil sur ces axes-là pour que ça puisse être entendu par le recruteur. Très bien. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Un Oui, grand merci, Noélie et Zaina, pour l'animation de cet atelier, pour tous Merci vos à vous. conseils. et à tous. Merci. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que votre forum continue pour vous toutes. Donc, bah, je vous souhaite d'ores et déjà un bon forum. J'espère que tous vos entretiens se passeront bien et que bah, vous aurez plein de bonnes nouvelles derrière pour le futur de votre carrière. Merci beaucoup à toutes. Très bonne Merci à journée. Merci, tous. très Merci bonne Bonne Zaina, journée. merci journée, bonne Noélie, bonne journée. continuation. Au Merci, au revoir. Bonne revoir. continuation. Au revoir.